Parfait. Donc, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on en est au quatrième webinaire qui est en partenariat avec QueerTech et notre équipe, donc Jeffrey et moi-même. Vous pouvez, comme d'habitude, nous contacter à la suite du webinaire ou par rapport à ce sujet-là ou à d'autres sujets concernant vos finances personnelles en général. Donc, tout ce qui touche aux assurances, investissements et même des questions plus larges par rapport à vos finances personnelles, il n'y a aucun problème, on est toujours là. On parle français, on parle anglais, on parle chinois. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit courriel, rajoutez-nous sur les réseaux sociaux et on est toujours là pour aider quand il y a besoin. Donc, merci beaucoup à QueerTech, encore une fois, d'avoir mis en place ce partenariat. Aujourd'hui, comme je disais, on en est au quatrième webinaire. On va parler de la préparation financière par rapport à l'achat d'une première propriété. Donc, on parle vraiment de préparation financière par rapport à cet achat-là, qui est l'un des plus gros achats en fait, que vous allez certainement faire dans votre vie. Donc, c'est important de bien se préparer. Et en plus, aujourd'hui, on a un invité spécial parce que vu que ma spécialité, c'est plutôt tout le côté finance et pas nécessairement le côté immobilier, on a fait venir aujourd'hui Poojan, qui est lui courtier immobilier et qui va nous parler pendant quelques minutes, qui va nous donner un aperçu du marché canadien, qui va nous parler un peu plus précisément de la mise de fonds minimale de 5%, de quelles sont les conséquences en fait d'un taux d'intérêt qui grossit et pourquoi, enfin vous verrez bien pourquoi c'est intéressant de travailler avec un courtier. Donc n'hésitez pas, pareil, vous pouvez le rajouter sur les réseaux, lui poser des questions par courriel, lui envoyer un texte par téléphone pour prendre un rendez-vous, il n'y a aucun souci, il est là. Et puis lui, alors, il est vraiment spécialisé dans le marché immobilier montréalais, spécialement, mais il va nous donner des détails tout à l'heure. Donc, pour récapituler, on va pas faire un résumé trop complet, juste vous inviter à aller voir les webinaires précédents. Donc, on a déjà 3 webinaires avant celui-ci. Le premier qui parlait de construire une base pour vos finances. Le deuxième qui parle d'investissement, donc investir avec, je dis avec sagesse et réflexion, mais en gros, ça veut dire bien préparer vos investissements et bien organiser vos investissements. Donc ça, c'est le deuxième webinaire. Et ensuite, protéger vos finances contre l'imprévu. Donc, on y parle beaucoup d'assurance, entre autres, dans le webinaire numéro 3. Donc, n'hésitez pas, il y a une chaîne YouTube QueerTech. Vous pouvez aller voir la playlist francophone et anglophone. Vous pouvez partager ça, ça nous fait plaisir. Et il y aura normalement 2 webinaires supplémentaires après celui-ci qui parleront d'autres sujets concernant vos finances personnelles. Donc aujourd'hui, on va parler de se préparer pour l'achat d'une première propriété. Comme je le disais, c'est une des plus importantes décisions financières de votre vie. Pourquoi on dit ça? Parce que la première, évidemment, c'est toujours beaucoup plus important, même si ceux qui ensuite vont racheter une maison, revendre, racheter, peut-être acheter des condos pour investir, la première fois, c'est toujours plus complexe et parce que justement, on n'est pas au courant de tout et on ne sait pas tout comment ça se passe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça pour vous donner les outils au niveau financier pour vous préparer à tout ça. Évidemment, ce sont des conseils généraux que je vous donne aujourd'hui et qu'on va vous donner aujourd'hui. Si vous avez des questions précises par rapport à votre situation, le mieux, c'est de toujours demander à un professionnel en privé et d'avoir une consultation en privé. Donc, n'hésitez pas, comme je disais, à venir nous poser des questions. C'est gratuit. Il n'y a pas de frais pour poser des questions et même pour des consultations. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous avez besoin, on reparlera d'autres professionnels un peu plus tard dans la présentation. Mais c'est important de bien s'entourer quand on fait ce genre de décision. Dans la première partie, je voulais expliquer, donc il est important de ne pas avancer dans le noir. Donc c'est une métaphore en fait pour dire que c'est important de bien préparer vos finances et savoir combien
vous devez épargner. Donc, ça semble évident. Et beaucoup ont une idée arrêtée sur, avant d'acheter, combien je dois épargner. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un exemple d'un condo, d'une maison de 600 000 $ qu'on veut acheter et voir qu'est-ce qu'on conseille, nous, à nos clients avec qui on discute régulièrement, qui veulent épargner pour acheter ce genre de première propriété dans plusieurs années. Alors, ça peut être 3, 4, 5 ans, 10 ans. Après, ça dépend de vos projets. La première chose, c'est évidemment la mise de fonds. Donc ça, rien de nouveau, tout le monde y pense. La mise de fonds, c'est ce qui nous vient toujours en premier dans la tête. Alors, on va parler tout à l'heure, Poojan va nous parler de la mise de fonds minimum de 5%, en nous donnant quelques détails par rapport à ça. Mais donc, sachez que le minimum étant 5%, on peut mettre plus que ça, évidemment. Et c'est d'ailleurs souvent mieux au niveau financier de mettre plus pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça va réduire votre hypothèque, et d'autre part, parce qu'il y a aussi des assurances, enfin une assurance préhypothécaire de la SCHL, qui est un organisme qui assure et en fait rassure les banques qui vous prêtent en cas de non-paiement, en fait. Et donc, c'est obligatoire si vous avez moins de 20% de mise de fonds. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent 20%, c'est l'idéal. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, à voir en fonction de vos projets, de votre budget et aussi du type d'achat que vous faites. Ça peut aussi dépendre de ça. Et la banque risque de vous forcer aussi à mettre plus sur la table éventuellement, selon votre situation. Donc, important de réfléchir à la mise de fonds, mais c'est souvent la première chose à laquelle on pense. Maintenant, il y a des dépenses qui sont moins évidentes, auxquelles on pense moins, mais qui ne sont pas du tout négligeables. Donc, on parlait de la mise de fonds. La mise de fonds, ça peut représenter évidemment plusieurs dizaines de milliers de dollars selon le prix de la maison. Les taxes et les dépenses légales, ça peut représenter, alors dans notre exemple d'une maison, d'un condo de 600 000 $, ça peut représenter à peu près 10 000 $ de dépenses et même peut-être plus. Vous avez évidemment l'inspection, vous avez, alors ça, la taxe de bienvenue, on en entend souvent parler, mais on oublie qu'en fait, on doit la payer cash quasiment quelques semaines après avoir emménagé et après avoir fait l'achat. Et vous voyez que c'est quand même vraiment pas négligeable au Québec pour un achat de 600 000 $. On parle de 7 500 à 8 000 $ de droits de mutation, donc la taxe de bienvenue. C'est plus cher à Montréal, un peu moins cher en dehors de l'île de Montréal, mais quand même, c'est un 8 000 $ qu'on doit sortir comme ça, cash, et c'est pas quelque chose, si c'est pas quelque chose que vous avez prévu, ça peut être problématique de commencer avec déjà être pris à la gorge par des taxes. Donc, c'est bien de le prévoir. On compte aussi les frais de notaire. Alors, évidemment, quand on fait un achat, on paye moins le notaire. Déjà, on ne choisit pas le notaire. Souvent, c'est le vendeur qui va choisir le notaire, mais il y a quand même des frais qu'il va falloir payer. Et en plus de ça, il peut y avoir une évaluation demandée par la banque. Parfois, la banque le paye, mais parfois, la banque ne le paye pas. Ça, vous pouvez négocier avec la banque. Il y a aussi des ajustements de taxes, de frais de condo si vous achetez un condo, c'est-à-dire que si ça a été payé, par exemple, que vous achetez un condo en juin et que les taxes ont été payées plus tôt dans l'année, eh bien, vous allez devoir payer l'équivalent de juin jusqu'à janvier, ou jusqu'en tout cas l'équivalent de du moment où vous reprenez le condo ou la maison, par exemple. Donc, c'est aussi plusieurs milliers de dollars à sortir des fois sans avoir d'autre solution que de le sortir cash. Donc, à y penser, à calculer, à réfléchir. Et évidemment, taxe de vente, ça, si vous achetez un condo neuf, une maison neuve ou quelque chose de rénové complètement, vous avez aussi des taxes de vente qui peuvent être aussi très importantes. Généralement, on sait à l'avance, mais c'est bien de s'y préparer si votre objectif est vraiment d'acheter dans du neuf ou du rénové complètement. Donc, réfléchissez à tout ça. Ça peut prendre vraiment, là je dis 10 000 $, c'est pour cet exemple-là. Ça peut être plus que ça selon vos projets et votre achat. Évidemment, il y a aussi les dépenses d'emménagement. Alors ça dépend vraiment de chacun.
mais vous aurez au moins des dépenses pour le déménagement, peut-être quelques rénovations, quelques réparations, et certainement pour des nouveaux meubles, des nouveaux électros. Quand on achète un premier logement, on a envie de bien le meubler, on a envie d'avoir des beaux électros neufs, on a envie de repeindre, de réparer les petites choses. Ça monte très, très vite. C'est plusieurs milliers de dollars. Et pareil, si vous ne voulez pas vous endetter encore plus et mettre ça sur votre carte de crédit, le mieux, c'est d'avoir préparé cet argent-là. Et ça peut être plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est important de bien se rendre compte que ce n'est pas seulement la mise de fonds. On en est déjà à pas mal, plusieurs milliers de dollars au-dessus de la mise de fonds. Et donc, j'ai résumé ça sur cette dernière diapositive. Donc, souvent, quand on a une maison, enfin, on veut acheter une maison, un condo de 600 000 $, ce dont on pense qu'on a besoin, on dit souvent, j'ai besoin entre 40 000 et 60 000 $, en pensant uniquement à la mise de fonds, en disant, j'ai besoin d'épargner 40 à 60 000 $, c'est suffisant. Nous, notre conseil, par rapport à notre expérience, par rapport à ce qu'on voit, ça serait plutôt entre 75 000 et 150 000 $, si vous voulez être à l'aise, que ce soit pour une plus grosse mise de fonds, mais aussi pour tout ce qu'on a vu ensuite, qui vous permet d'avoir du cash pour pouvoir vraiment vous sentir à l'aise et pas pris à la gorge. Et ça, je compte même pas tout ce qui est fonds d'urgence. Donc ça, on a vu les fonds d'urgence dans les précédents webinaires, on en reparle aujourd'hui un petit peu. Mais c'est vraiment très important, un fonds d'urgence, parce que si vous achetez votre maison, votre condo, et que d'un coup, vous vous retrouvez avec zéro dans tous vos comptes, et qu'il y a un problème, ça peut être, je sais pas, un problème d'infiltration d'eau, n'importe quoi, une tempête, puis il y a quelque chose qui s'arrache, vous vous retrouvez à avoir besoin de liquidité. Si vous n'avez rien, ça veut dire encore demander à la banque. S'ils acceptent, c'est même pas sûr. Donc, toujours penser fonds d'urgence. Et aussi, je rajoute toujours, épargne liquide pour d'autres projets. En fait, ça veut dire que votre premier achat immobilier, c'est certainement un gros projet, mais ce n'est certainement pas votre unique projet à court, moyen, long terme. Donc, c'est bien de l'agencer dans une stratégie d'épargne globale. Et si vous prévoyez d'acheter une maison dans les 3, 4, 5 prochaines années, ça ne veut pas dire que pour autant vous allez arrêter de voyager, ou vous n'allez pas prendre soin de votre famille, ou vous n'allez pas changer la voiture parce que peut-être vous avez besoin d'une nouvelle auto. Donc tout ça, c'est bien de l'agencer, c'est bien d'organiser vos épargnes et de penser à tout en même temps. C'est aussi pour ça que des professionnels comme des conseillers financiers peuvent vous aider pour au moins discuter et agencer tout ça. Mais pensez-y, parce que c'est quand même une grosse différence de penser qu'on a besoin juste de la mise de fonds, donc 40, 60 000 $ ici, par exemple, alors qu'en fait, on a besoin de pas mal plus. Ça, c'est avant l'achat, tout ce qu'on a vu là. Donc, vous avez vu, on a quand même besoin de prévoir pas mal et de s'organiser pour pouvoir se donner le plus de chances possible par rapport à ce projet de premier achat immobilier. Mais il faut penser qu'après l'achat, il faut aussi préparer votre nouveau budget. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire un tableau extrêmement précis de votre budget au dollar près, mais c'est bien de vous rendre compte que votre budget va changer parce que ce ne sera plus exactement la même chose que quand vous étiez locataire. Et je voudrais déjà commencer par dire que être propriétaire, ça ne veut pas dire qu'on dépensera moins. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, beaucoup vont dire « je veux être propriétaire pour moins dépenser ». Non, être propriétaire, ça veut dire faire un investissement. Ça, oui, au lieu de mettre l'argent dans un loyer, on va rembourser l'argent de l'hypothèque à la banque et d'une certaine manière, investir dans son condo et sa maison, donc investir dans des murs, quoi, si vous voulez, dans du solide. Mais ça ne veut pas dire qu'au mois le mois, vous allez dépenser moins. En fait, il y a beaucoup de dépenses récurrentes que vous n'aviez certainement pas avant d'être propriétaire. Et il y en a quelques-unes ici. Évidemment, le paiement de l'hypothèque, qui sera sûrement la plus grosse de vos dépenses à tous les mois ou à toutes les 2 semaines. Il y a aussi les frais de condo. Donc, si vous achetez un condo, c'est parfois des centaines de dollars par mois, selon où vous achetez. Encore plus si vous achetez dans des centres urbains comme le centre-ville de Montréal ou Toronto, Vancouver, etc. Les frais de condo sont des fois extrêmement élevés, d'autant plus s'il
il y a des services à l'intérieur des condos qui sont supplémentaires, etc. Il faut payer pour ça. Évidemment, tout ce qui est service, donc électricité, gaz, etc. Peut-être vous ne payiez pas ça quand vous étiez, quand vous louiez un appartement. Là, vous allez évidemment devoir payer ça. Les impôts, une autre chose qui est vraiment pas négligeable et qu'on oublie d'une année sur l'autre parce que ça n'arrive qu'une fois par année. Et quand on reçoit le courrier, c'est plusieurs milliers de dollars qu'on doit aux impôts. On peut payer en une fois ou deux, mais c'est tout. Donc, c'est aussi quelque chose à prévoir. Et évidemment, assurance maison, petite réparation, petite rénovation, entretien général. Quand on est propriétaire, on a souvent envie de faire des petits changements, de réparer ceci, cela. Donc, c'est aussi des dépenses qu'on n'avait pas nécessairement quand on était locataire parce qu'on ne s'en occupe généralement pas. Donc, pensez à tout ça. C'est intéressant de quand même mettre ça sur papier, par exemple. Vous prenez un fichier Excel, n'importe quoi, et faites des estimations et estimez qu'est-ce que vous pouvez vous permettre au niveau de ce nouveau budget parce que ça va vraiment changer vos habitudes financières et c'est important de s'en rendre compte en fait et de ne pas avancer dans le noir comme je disais au début, c'est-à-dire de ne pas juste, hop, quand on est propriétaire, on se retrouve avec cette surprise-là. Donc préparez bien tout ça et n'hésitez pas à choisir les bons professionnels. Donc comme je disais plus tôt, vous avez, alors on dit souvent que c'est gratuit, certains professionnels entre guillemets gratuits, donc ça peut être un conseiller en investissement en assurance comme nous, donc c'est gratuit parce qu'en fait on est sur commission, donc ça semble gratuit, ça l'est pas vraiment, mais pour vous ça veut dire pas nécessairement de dépenses supplémentaires. Pareil pour un courtier immobilier comme Pudgen, on va lui laisser la parole dans quelques secondes. Ou un courtier hypothécaire, même idée. Donc, c'est souvent sur commission, gratuit, entre guillemets. Et vous avez aussi d'autres professionnels dont vous allez certainement avoir besoin. Un notaire, c'est sûr. Ça, par contre, c'est sur honoraire, donc à prendre en compte dans un budget. Et éventuellement, certains ont besoin de comptables quand il s'agit de taxes, des impôts, etc. C'est quand même plus facile. Normalement, quand c'est votre première propriété, vous n'allez pas, par exemple, louer cette propriété-là, mettre en location, etc. Mais ça peut arriver un jour. Donc, c'est important de s'entourer de comptables. Et voilà. Donc, choisissez bien vos professionnels. Choisissez des gens de confiance. Des gens avec qui vous pouvez parler ouvertement. C'est surtout ça le plus important. Vous pouvez parler, échanger, parce qu'en fait, c'est souvent ça qui se passe. Plus qu'au niveau technique, c'est souvent un échange et une discussion qui vous permet, vous, de bien savoir comment vous enligner, puis comment vous organiser. Et donc, justement, aujourd'hui, on reçoit Pudgen qui va nous parler, donc qui est courtier immobilier, qui va nous parler du marché canadien et de plusieurs autres petites choses. Donc, Pudgen, je te laisse Oui, merci, merci Julien. Du coup, bonjour à tous, là, je me présente Pudgen, courtier immobilier ici à Montréal. Je pratique dans le domaine là, depuis proche de 8 ans déjà. Donc, je fais l'achat, vente, location, investissement là, de certaines immeubles à revenus pour des investisseurs. Également, j'ai aussi une compagnie de gestion immobilière on the side. Donc, si jamais vous avez des questions, là, que vous voulez me poser une question, me connecter sur LinkedIn, feel free. Vous avez mes coordonnées ici sur l'écran. Là, aujourd'hui, dans le fond, on va quand même parler rapidement sur un aperçu général du marché canadien de l'année 2022. Surtout, beaucoup de monde pose la question dessus à cause de hausse d'intérêt. La mise de fonds de 5 %, ce qui est aussi important pour les gens qui veulent acheter leur première propriété. Également, on va faire une comparaison de taux d'intérêt. On va voir sur les chiffres et puis je vais parler rapidement sur la nouvelle loi d'interdiction pour les achats de propriété. Merci. Donc, là, vous voyez sur l'écran que c'est un aperçu du marché canadien, en fait, immobilier depuis août, donc cette année en général. Les chiffres que vous voyez sur l'écran, ça représente le prix de vente en moyenne d'une propriété
dans des villes ou des provinces. Donc, comme d'habitude, Ontario et Colombie-Britannique sont toujours les leaders là, du marché immobilier. Et puis, en ce moment, à Toronto, on parle d'une propriété en moyenne de 1,1 million. Et puis, à Vancouver, avec 1,2 million là, de ventes. Là, c'est sûr qu'on prend en considération de tous les types de propriétés, donc incluant les maisons unifamiliales, semi-détachées, condos, dans le fond, tout type. Là, par la suite, suivi par le Québec et Alberta avec une moyenne de 530 000 de prix. C'est sûr qu'on le voit qu'il y a une grosse différence entre les provinces. Là, par la suite, tout le monde le sait que depuis mars, après, le marché a pas mal été influencé par la hausse des taux d'intérêt. On le voit quand même directement sur le graphique suivant, que le prix de vente en moyenne et ainsi que la transaction de façon générale partout dans le Canada a eu une baisse assez significative. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont devenus de mode observatoire, là, qui veulent voir un peu comment le marché va react avant de vraiment de se lancer, soit pour investir ou pour acheter sa première maison. Sur le prochain slide, vous le voyez aussi, on a une comparaison de Vancouver et Toronto. Donc, ils ont quand même rencontré un gros impact depuis la hausse d'intérêt. En 2022, les unités vendues chutent proche de 40% en moyenne en Colombie-Britannique. Et puis, à peu près, on parle d'une 30% là, de moyenne dans le Grand Toronto. On s'entend que dans les 2 dernières années aussi, à cause de beaucoup de facteurs, les 2 provinces ont eu beaucoup de surenchères, on va dire, lors de l'achat de sa propriété. Donc, dans mes opinions, je trouve qu'il y a quand même une grosse bulle là, qui était un peu pas solide, surtout dans ces 2 provinces-là. Mais du coup, là, c'est sûr qu'on parle plus à Montréal. Donc, cependant, ici, on parle d'un marché relativement plus abordable parce qu'on n'a pas eu une grosse surenchère sur les achats de propriétés. Et puis, en réalité, le marché Montréal est beaucoup moins sensible à cet impact. À partir de ce graphique, on voit pas mal que le marché montréalais a chuté depuis avril de façon soft. Et puis, là, il continue de... Oh, pardon. Il continue de s'adoucir aussi après la récente augmentation. Donc, il y a des pros et cons au niveau de hausse d'intérêt. Là, on va parler un peu plus tard. Ça sera quoi le pros pour se lancer dans le marché en ce moment? Donc encore une fois, depuis la pandémie nous a frappé. Le marché a pas mal changé nos façons de vivre et de travailler. Fait que, le nombre moyen des résidents canadiens a chuté. Ça veut dire que les personnes qui vivaient auparavant avec, on va dire, les amis ou la famille, soudainement là, décident de vraiment vivre à eux ou plutôt chercher quelque chose de plus grand parce que ils ont des besoins essentiels d'avoir plus d'espace chez eux. Et puis, soit pour beaucoup de travailleurs, j'imagine, il y a beaucoup d'entre vous qui ont aussi vécu la même chose, qu'ils ont besoin, on va dire, un espace ou une chambre de plus afin de travailler dans un environnement plus dans la paix. Fait que moi, je pense que ceci aussi, c'est un changement assez important depuis 2020. Rapidement, là, je vais parler du marché de location ici à Montréal. C'est que ça se reflète également sur ce marché. Donc, depuis juin, c'est que le marché locatif à Montréal est assez actif et que la proportion globale là, des loyers a augmenté à cause que les taxes, les assurances des propriétés ont augmenté aussi. Donc, ça reflète sur les loyers également.
Donc, de nombreux articles ont rapporté que le taux d'inoccupation des maisons, des condos à Montréal a quand même atteint un niveau record. Là, je prends un exemple rapido. Un condo moyen ici, d'une chambre fermée à Montréal, va coûter environ 1500 là, par mois. Et puis même ça, c'est sans calculer, on va dire, le frais d'électricité et puis l'assurance de locataires au centre-ville de Montréal. Donc, là, la question revient sur ça, c'est que au lieu de payer un loyer assez élevé, ça sera quoi la possibilité, on va dire, d'économiser sur ses côtés et puis d'acheter la propre logement? Merci. On va rentrer dans la mise de fonds. Donc, beaucoup d'entre vous, j'imagine, se demandent peut-être, ça sera quoi la possibilité d'avoir ce programme de 5 de mise de fonds lorsque moi j'achète la première propriété? Est-ce que je peux en bénéficier de ce programme ou plutôt est-ce que tiens, c'est vrai que ça peut appliquer sur ma situation personnelle? Donc, la réponse de cette question, c'est oui. Ce programme existe pour une raison, mais il y a des pros and cons. Donc, c'est sûr que ça peut entraîner là, des frais supplémentaires, comme Julien a aussi mentionné tantôt, c'est que il y a une assurance qui va s'appliquer sur ce 5 parce que c'est pas pour rien que la banque pourra te faire approuver pour payer moins lorsque tu achètes ta première propriété. Donc, on va dire l'avantage de ce programme, c'est que tu peux mettre un down payment, une mise de fonds de moins, donc ça te permet d'acheter plus tôt. Mais également une prime d'assurance qui doit être payée en même temps là, de des monthly payments de ton, voyons. Ton hypothèque. Oh, ouais, merci. Le paiement hypothécaire par mois. Donc, mais le pro, c'est que ce montant-là, ça peut être divisé de façon égale sur des paiements mensuels. Fait que tu n'as pas besoin de payer le complet là, tout d'un coup dès le début. Mais en même temps, sur l'inconvénient, c'est que ce programme-là ne s'applique pas sur les propriétés de 1 million et plus. Donc, si vous cherchez pour 1 million et plus, mais il vous faut minimum 20 de mise de fonds. Aussi également, ça vous prend une mise de fonds de plus. Et puis, pour les résidents au Québec, il y a une taxe de vente provinciale, en fait, qui s'applique sur cette prémisse, sur cette assurance de extra. Donc, souvent, là, on va dire, les banques, lorsqu'ils fait approuver votre dossier sur le 5 de mise de fonds, ils vont regarder sur votre historique de crédit, ce qui est très, très important. Fait que ce n'est pas applicable pour les gens qui viennent tout juste d'arriver au Canada. Également, ils vont regarder sur votre revenu annuel, est-ce que c'est suffisant depuis quelques années? Donc, 5 ça sera vraiment la limite ce que vous pouvez aller chercher. Mais de façon générale, là, pour les banques, ils vont souvent faire approuver, on va dire, entre 10 à 20 dépendamment de ton cas personnel. Et puis, comme Julien a mentionné tantôt, toutes les mises de fonds inférieures à 20 ça prend une assurance à partir de SCHL. Et puis, le taux de cette premium, ça sera entre 0,6 à 4,5 dépendamment de ce que vous versez comme mise de fonds. Donc, le plus vous mettez, le moins que vous payez. Également, pour cette mise de fonds-là, ça peut également être prélevé, ça peut être sorti de votre compte RIER sans intérêt et que vous devez le repayer à vous-même dans un délai là, de 15 ans. Donc, c'est peut-être un avantage pour certaines. Donc, ça, il faudra vraiment voir avec un conseiller plus professionnel là, pour votre cas. Donc, on revient sur la question, est-ce que la mise de fonds de 5 ça correspond vraiment à votre situation? Je pense il faudra vraiment voir votre plan aussi. Il faut voir votre situation actuelle, précédente, afin de faire une décision, faire une bonne décision.
Là, en ce moment, je vais vous montrer une comparaison, là, on va rentrer dans les chiffres. Donc, moi, j'ai pris un exemple de la propriété en moyenne là, de 600 000 avec 20 de mise de fonds et puis amortissement de 30 ans. On voit qu'avec 3 de taux d'intérêt, on est rendu à 2 000 par mois de paiement. Et puis, en montant sur le taux d'intérêt, donc rendu à 5 on parle d'une différence proche de 600 donc 500 quelques de plus par mois sur votre paiement mensuel. Euh, donc, moi, je prends un exemple aussi. Si vous achetez une propriété dans l'année dernière, donc 2021, peut-être on va rentrer dans le surenchère, donc vous devez payer 100 000 de plus de supplémentaire afin de avoir là, votre offre acceptée sur une propriété de 600 000. Mais cette année, au lieu de payer ça au vendeur, vous pouvez sauver cet argent et que vous pouvez juste payer un prêt hypothécaire mensuel un peu plus élevé, mais en même temps que vous sauvez là, sur votre mise de fonds. Donc, je prends l'exemple, là, ce que vous montrez sur l'écran, donc 500 de plus par mois, fois 12 mois, fois 5 ans fixe, ça vous donne à peu près 30 000 de plus pour un taux assez élevé. Mais en même temps, ça vous évite à payer 100 000 de plus pour le surenchère. Donc, ça vous sauve en même temps. Donc, à mon avis, il est quand même le temps de commencer à penser, là, si vous voulez acheter votre première maison résidence principale, et même que le taux d'intérêt augmente, il y aura quand même moins d'acheteurs qualifiés sur le marché, fait que ça vous permet d'aller, on va dire, négocier sur le prix des maisons. Et puis, vous aurez tellement de choix, là, tellement d'inventaire sur le marché à choisir. Donc, vous pouvez choisir une propriété qui vous conviendra le plus. Et puis, comme l'immobilier joue un rôle, on va dire, assez important dans le système économique de Canadiens depuis toujours, euh, et qu'en ce moment, l'offre et la demande semblent toujours dans un état équilibre. Moi, je vois quand même une croissance modérée à long terme. Donc, vraiment, je vous suggère n'ayez pas peur, soyez pas peur de regarder dans le marché, là, même le taux d'intérêt commence à augmenter encore. Donc, avant de finir, je vais juste parler rapidement sur cette nouvelle loi là, d'interdiction d'achat pour des investisseurs étrangers. Ce qui est aussi important pour certaines d'entre vous, c'est que depuis juin ou juillet cette année, cette loi a été adoptée par le gouvernement. Donc, aucun acheteur ou investisseur étranger est autorisé pour acheter des propriétés à partir de le 1er janvier l'année prochaine. C'est une loi déjà adoptée, donc ça va durer 2 ans. Fait que pour tous ceux qui veulent acheter, mais sans statut dans le Canada encore, il faut quand même réagir rapidement. Il faut parler avec votre conseiller hypothécaire ou financier rapidement afin de faire un bon plan. J'ai pas mal fini ma partie, donc encore une fois, là, si vous avez des questions, vous voulez me poser ou quoi que ce soit, feel free de me contacter. Vous avez mes coordonnées ici sur l'écran. Donc, je passe la parole à Julien pour la prochaine partie. Pour la suite, parfait. Merci beaucoup, Boudjel. Merci pour toutes ces informations. C'est vraiment, on apprend toujours plein de choses. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions en privé si jamais c'est vraiment un projet que vous avez pour bientôt. Il sera là pour vous aider. Si vous êtes à Montréal, évidemment, il peut même vous aider à trouver votre premier achat immobilier. Il n'y a aucun problème. Et si vous êtes ailleurs qu'à Montréal, vous pouvez aussi peut-être lui demander, il connaît peut-être du monde. En tout cas, trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et qui peut vraiment vous aider par rapport à ça. Pour la suite de la présentation, donc on a vu qu'il fallait épargner tout à l'heure. On a vu combien il fallait épargner environ, donc ça vous donne déjà une idée. Je voulais revenir sur les outils qui sont nécessaires pour épargner, en fait. Plus que nécessaires, qui en fait sont très utiles à votre épargne et qui vont vous aider à épargner pour
pour vous préparer pour cet achat, ce premier achat immobilier. On en a parlé dans les autres webinaires, mais en fait, aujourd'hui, je voulais vraiment l'appliquer à cette situation-là pour que vous compreniez pourquoi et c'est intéressant et comment ça peut être vraiment utilisé. Donc, le premier outil, c'est le REER et avec le REER, ce qu'on appelle le RAP, le régime d'accession à la propriété. Donc, le REER, pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller voir les webinaires précédents, mais c'est le régime enregistré d'épargne retraite. À la base, c'est vraiment utilisé pour économiser, pour épargner pour votre retraite et aussi pour investir à l'abri de l'impôt pendant plusieurs années, donc vraiment pour la retraite. Sauf qu'il y a un programme qui s'appelle le RAP, régime d'accession à la propriété, pour les gens qui vont acheter une première propriété. C'est intéressant parce qu'en fait, vous pouvez aller rechercher dans ce compte-là, dans ce compte épargne et ce compte d'investissement, jusqu'à 35 000 $ sans être imposé sur les retraits. D'habitude, les retraits d'un REER sont imposables. Là, vous pouvez aller rechercher jusqu'à 35 000 $ sans être imposé sur les retraits. Et vous pouvez appliquer ça, comme on disait tout à l'heure, à la mise de fonds, à tout ce qui concerne en fait votre premier achat, en fait, pas uniquement la mise de fonds. Il faudra simplement vous rembourser à vous-même dans un REER pendant 15 ans, donc 1/15 de ce que vous avez retiré à chaque année. C'est en général très faisable. C'est bien de bien s'organiser quand même financièrement pour être sûr qu'on le rembourse parce que sinon on va avoir des impôts à payer. Donc, bien organiser ça. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à cet outil-là, qui a déjà fait ses preuves, hein, c'est ce que je dis dans le titre en fait, parce que c'est utilisé depuis de nombreuses années maintenant, parce qu'en fait, on peut épargner assez rapidement à l'intérieur. Ça dépend de notre revenu imposable de chaque année. On a un 18% de contribution qu'on peut mettre l'année d'après et qui se cumule. Et en plus, tout ce qu'on met en fait dans un REER est déductible du salaire imposable. Donc à court terme, on économise sur les impôts. À moyen terme, on peut utiliser le RAP pour vous aider à acheter un premier achat immobilier. Et à long terme, le REER est fait pour la retraite ou en tout cas pour l'indépendance financière à long terme, après de nombreuses années. Et donc, c'est ça, le REER, très intéressant. Numéro un, en fait, dans ce que les gens pensent aujourd'hui, parce que c'est une habitude. Et en plus, je dis on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais le RAP est possible pour la plupart des REER collectifs, des REER de groupe que vous avez avec votre employeur. Donc, ça peut être très intéressant selon les programmes que vous avez avec votre employeur et si votre employeur rajoute de l'argent dans le REER collectif. Donc, quand on pense à un premier achat immobilier, en général, on pense toujours REER et RAP en priorité. Maintenant, petite chose nouvelle en 2023 qui arrive, qui a été décidé par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle le CELI-AP. En fait, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour un achat d'une première propriété. Donc, un nom un petit peu long et confus, mais tout ça pour dire que, en fait, c'est un mix entre le REER et le CELI. Donc, le CELI, qui est un autre type de compte dont on avait parlé dans le premier webinaire, si je ne dis pas de bêtises, que vous pouvez aller voir, vous pouvez les revoir pour mieux comprendre. Mais en gros, ce nouveau compte-là, qui va être fait pour l'achat d'une première propriété, toutes les contributions qu'on va y mettre seront déductibles du salaire imposable. Donc, ça nous fait une économie d'impôt à court terme. Et en plus, les retraits ici sont non imposables. Donc, vous pouvez contribuer, profiter de la diminution de vos impôts, en fait, de la réduction d'impôts, investir pour essayer peut-être de générer des gains selon votre profil sans être imposé, parce que tant que c'est à l'intérieur de ce compte-là, ce n'est pas imposable. Mais en plus de ça, tous les retraits sont non imposables. Donc, vous pouvez, lorsque vous faites votre premier achat immobilier, retirer l'ensemble du montant qu'il y a à l'intérieur et ce ne sera pas imposable. Évidemment, il y a des règles. On n'a pas besoin de le rembourser comme pour le REER, mais il y a d'autres règles. Il faut que ce soit un premier achat immobilier qui soit éligible. Il faut vraiment que vous n'ayez rien eu avant ou que votre conjoint, votre conjointe n'ait rien eu avant, enfin ne soit pas propriétaire ou n'ait pas été propriétaire. Et cette année, on ne pourra mettre que 8 000 $ dedans. C'est le nouveau, c'est tout nouveau, donc le maximum sera 8 000 $. On pourra en mettre encore un peu plus chaque année. A priori,
la même chose, 8 000 $ en 2024, la même chose en 2025, ça n'a pas encore été annoncé, avec un 40 000 à vie. Donc, ça peut être intéressant pour des gens qui commencent uniquement aujourd'hui à mettre de l'argent de côté pour un premier achat immobilier et qui ne pensent pas faire ce premier achat avant peut-être 5-6 ans. Ce CELIAP pourrait être intéressant. Pour les autres, ça dépend, enfin même pour tout le monde en fait, ça va quand même dépendre parce qu'il y a un gros point négatif, on pourrait dire, par rapport à ce CELIAP, c'est qu'il ne peut pas être cumulé avec le REER dont on parlait juste avant et avec le RAP en fait. C'est-à-dire que vous pouvez le cumuler avec le REER, mais vous ne pourrez pas faire un retrait, un RAP en fait, un RAP du REER en même temps qu'un retrait du CELIAP pour le même achat immobilier, le même premier achat immobilier. Donc en clair, ce n'est pas cumulable. Ce serait trop facile. Donc, il va falloir choisir. Et pour choisir, il va falloir bien planifier. Parce que pour certains, le REER sera quand même plus intéressant, surtout si, comme on disait tout à l'heure, vous avez un REER collectif avec un employeur qui met de l'argent plus rapidement dedans. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Vous pouvez peut-être économiser plus d'argent pour votre projet immobilier plus rapidement que ce CELIAP qui va être quand même limité au moins les 5 prochaines années, qui va être quand même assez limité. Donc, à réfléchir. C'est important de savoir que ça existe. Si vous en êtes vraiment qu'au tout début et que vous ne pensez pas faire d'achat immobilier avant 5 à 10 ans, ça peut être intéressant, encore plus intéressant pour vous. Planifiez bien, demandez à un conseiller financier. N'hésitez pas à en discuter, c'est important pour bien comprendre votre situation, vos projets et faire les bons choix. Et donc évidemment, le troisième, c'est ce qu'on disait, c'est le CELI classique. Le CELI, donc intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas les retraits ne sont pas taxables et les gains à l'intérieur du CELI ne sont pas taxables. Donc ça vous permet d'épargner vraiment pour toutes les étapes, que ce soit pour la mise de fonds de l'achat immobilier, mais aussi pour les premières dépenses, les taxes, les meubles, ce qu'on voyait tout à l'heure, les futures dépenses, tout ce qui est rénovation, entretien. C'est vraiment intéressant parce que ça peut nous servir de compte pour tout, en fait, d'argent qu'on met de côté pour tous nos projets et dans le cas d'un investissement immobilier, pour tout ce qui concerne cet investissement-là. Donc, il n'y a aucun problème. C'est intéressant le CELI si jamais vous décidez d'essayer de générer des gains. Et pour générer des gains, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire investir sur le marché. Il faut faire attention. C'est pour ça que je dis souvent, c'est idéal quand on veut investir sur plusieurs années, 4, 5, 6, 10 ans, parce que ça limite vos risques quand vous investissez sur le marché. Et donc, les gains potentiels que vous allez faire ne seront pas imposables. Donc, faites quand même attention avec les investissements. On va en reparler un petit peu tantôt. Mais réfléchissez bien, ces trois outils-là, REER, CELI et le nouveau CELIAP, qui peut être intéressant selon votre situation. Donc, épargner intelligemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien s'organiser, ça veut dire bien connaître les outils que vous avez. Et donc, je voulais vous donner quelques autres petits conseils par rapport à un premier achat immobilier, à épargner correctement, à épargner de manière intelligente. D'abord, pensez toujours à votre budget régulier, au jour le jour, pas uniquement par rapport à cet achat immobilier. Connaissez vos dépenses de base, vos dépenses habituelles. Comme je disais au tout début, n'oubliez pas vos autres projets, vos autres objectifs. Ne faites pas en sorte que votre achat immobilier, votre premier achat immobilier soit la seule chose à laquelle vous pensez, parce qu'après, vous allez, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que vous avez obligatoirement d'autres choses, vous avez obligatoirement des vacances quelque part, vous avez obligatoirement des petites dépenses imprévues, etc. C'est important de bien l'agencer, l'installer en fait au milieu d'une stratégie générale d'épargne. Si vous prévoyez des coupures dans votre budget pour pouvoir épargner de l'argent plus rapidement pour votre premier achat immobilier, faites attention, c'est bien, c'est tout à fait normal de vouloir faire des coupures pour épargner plus vite, mais évitez ce que j'appelle le régime financier extrême, c'est-à-dire faire un régime, s'arrêter de dépenser dans plein d'autres pôles et puis au final que ce ne soit pas tenable, parce qu'en général, après plusieurs mois, si vous avez quelque chose de trop strict, ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est bien de bien s'organiser sans être excessivement strict et de mettre de l'argent de côté pour ce projet-là. Par rapport à vos objectifs, soyez réalistes. Alors,
réaliste autant par rapport à vos objectifs, à vos préférences d'achat, par rapport à ce que vous pourrez acheter. Donc ça, c'est aussi une discussion à avoir avec le courtier immobilier par rapport à ce dont vous avez envie, le quartier, le type d'achat, etc. Soyez réaliste par rapport à ce que vous pouvez vous permettre et soyez réaliste par rapport à votre façon d'épargner, en fait. Donc, je dis que c'est mieux de bien planifier plutôt que de regretter. Ça veut dire que si vous avez besoin de 100 000 $ dans 5 ans pour, comme on disait tout à l'heure, toutes les premières dépenses, mise de fonds, etc., ben, le plus simple, c'est de se dire que vous devez épargner 1 700 $ par mois pendant 5 ans. Maintenant, si vous investissez plus ou moins de manière risquée, que le marché va bien et que vous arrivez en fait à arriver à ce 100 000 $ un petit peu plus rapidement qu'en 5 ans, ben, tant mieux, c'est positif. Mais au moins, vous savez qu'il n'y a pas de surprise. Si vous mettez 1 700 $ par mois pendant 5 ans, vous allez arriver à votre objectif. Donc, c'est souvent comme ça que je conçois moi, l'épargne. C'est mieux de planifier le minimum et éventuellement, si jamais ça va bien sur les marchés et que vous avez investi, ben, tant mieux, ça ira plus vite. REER collectif, pensez-y. Je le répète encore parce qu'en fait, c'est quelque chose de très important qu'on oublie parfois, que certains refusent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, l'employeur propose un REER collectif, propose d'égaliser vos contributions. Des fois, c'est 2%, 3%, 4%. Il y a des compagnies, ça va jusqu'à 5, 6, 7% de votre salaire qui vont matcher, comme on dit, qui vont égaler. C'est de l'argent gratuit qu'ils mettent dans un REER. C'est génial pour l'épargner sur le long terme et pour votre retraite, mais ça peut aussi être génial pour un premier achat immobilier parce que la plupart sont admissibles pour les RAP à vérifier à chaque fois que vous en avez que vous avez un employeur qui propose ça. Mais ça peut être super intéressant. Pareil, si vous avez plus de 35 000 $ dans vos REER en général, dans les REER collectifs et tout ça, pensez à repenser une stratégie parce que vous ne pourrez pas retirer plus que 35 000 pour un premier achat immobilier avec un RAP. Peut-être que c'est là qu'il faudra mettre plus dans un CELI, etc. Et finalement, attention aux investissements. Donc, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de formule magique, quoi que vous lisiez, quoi que vous entendiez. Il n'existe pas de formule magique pour s'assurer de faire des gros gains dans les prochaines années ou enfin, n'importe quand. Il y a toujours des risques qui sont liés en fait aux investissements qui permettent peut-être de générer beaucoup, mais c'est toujours des risques. Donc, en général, c'est une mauvaise idée d'aller investir quand on est sur du court terme. Par court terme, on entend souvent, enfin moi, je ne conseille pas d'aller investir sur les marchés ou sur quoi que ce soit de risqué quand c'est moins de 2 ans, parce qu'on voit comme une année comme 2022 qui est sur les marchés assez catastrophique en fait. Voilà, c'est une année, c'est du court terme. Ça ne veut pas dire que ce sera la même chose dans les 5 années suivantes, mais c'est justement important de comprendre le risque que vous prenez. Donc, attention quand vous investissez. Ça, c'était par rapport aux épargnes. Donc, comment épargner l'argent dont on a besoin pour un premier achat immobilier. Maintenant, il va aussi falloir repenser vos protections. Donc, on voyait je pense que c'est le webinaire numéro 3 qu'on faisait, on parlait d'assurance, on parlait de protection. Aujourd'hui, je veux reparler de ces protections en général appliquées à un achat et un premier achat immobilier, parce que c'est important que vous le prépariez aussi. Il y a des choses que vous allez avoir une fois que vous serez propriétaire, mais c'est quand même important de le savoir et de le préparer. La première chose à préparer, votre fonds d'urgence, on en parlait tout à l'heure. Un fonds d'urgence pour une maison ou un condo, c'est de l'épargne qui est facile d'accès, du cash en fait, qui vous permettra de réagir si jamais il y avait une urgence financière qui vous demande de mettre de l'argent et de mettre plus d'argent, n'importe quoi. Ça peut être un problème, comme on disait, quelque chose qui n'est pas couvert par une assurance. Au moins, vous avez de l'argent qui est là et vous n'êtes pas obligé de vous endetter encore plus. Vous pouvez commencer à faire en fait à épargner automatiquement et puis à avoir toujours ce fonds d'urgence qui grandit au fur et à mesure au cas où. Et encore plus important quand c'est une maison individuelle, si vous avez un condo, il y a déjà une partie des frais de condo qui vont dans ce qu'on appelle le fonds de prévoyance, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui concerne tous les condos, une toiture, un mur, etc., où il y a un problème par exemple, ils vont aller chercher dans le fonds de prévoyance. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de dépenser plus, mais attention quand même. Donc, toujours bien d'avoir son petit fonds d'urgence quand on est propriétaire, même quand vous n'êtes pas propriétaire, mais encore plus quand vous êtes propriétaire.
Évidemment, l'assurance habitation, donc une évidence, l'assurance habitation, pour bien protéger votre domicile, vos biens et surtout vos finances, parce qu'en fait, vos biens, bon, c'est une chose, perdre un ordinateur, une télé, etc., à cause d'un dégât d'eau, bon, ben, c'est embêtant. Mais si jamais il y a un feu, une inondation, une tempête, enfin quelque chose de vraiment qui peut détruire votre habitation du tout au tout, c'est bien d'avoir une assurance habitation. Ça va vous sauver vos finances, en gros. Donc, c'est une évidence. Prenez-la. Et dans un condo, c'est en général obligatoire de toute façon. Quand vous êtes propriétaire d'un condo, on vous le demande. Le conseil d'administration vous le demande en général. Au niveau des assurances personnelles, ça c'est important aussi d'en discuter avec un conseiller. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser des questions parce qu'il faudra certainement remettre à jour vos assurances, que ce soit par rapport à de l'assurance vie. En cas de décès, qui va payer pour votre hypothèque? Qui va rembourser votre hypothèque? Si vous êtes en couple, est-ce que la personne aura assez d'argent pour rembourser si la banque lui demande? Ou est-ce que la personne va être obligée de revendre en catastrophe l'appartement ou la maison parce que la banque demande de rembourser en catastrophe? C'est possible. Donc, faites attention. Assurance vie, on y pense, on met ça en place. Idéalement, comme je disais, l'assurance vie, c'est important d'y penser, mais aussi tout ce qui touche à l'assurance maladie, maladie grave, assurance invalidité par rapport aux blessures, etc. C'est important de comprendre qu'est-ce qui va se passer si jamais il y avait un problème de maladie, d'accident, et est-ce que vous allez toucher un revenu? Est-ce que comment l'hypothèque va être payée? Comment vos dépenses de base vont être payées? Donc, c'est des choses vraiment à bien réfléchir, à bien s'organiser. Peut-être vous avez déjà des assurances avec le travail qui pourront s'agencer par rapport à votre plan d'assurance personnel et voir ce qui est intéressant. Mais l'important, en fait, c'est d'en discuter, d'avoir une vraie discussion et d'avoir un vrai aperçu en fait de ce qui se passe et de comment vous pourrez vous protéger correctement. Donc, pensez-y, n'hésitez pas à poser des questions, à vous faire conseiller et restez pas tout seul par rapport à ça. Dernier petit conseil, mais qui est en fait un conseil très très important, qui n'est pas nécessairement quelque chose que nous, enfin, avec lequel nous on travaille tous les jours, même si on le conseille tous les jours, c'est de s'occuper du testament, de votre testament et de ce qu'on appelle le mandat d'inaptitude. En fait, ça vous permet de toujours prendre les décisions, même le jour où vous ne serez plus là, c'est vous qui aurez pris les décisions. Ce que ça veut dire, donc le testament, le mieux, en fait, le faire avec un notaire, avec le même notaire quand vous faites votre achat immobilier, demandez à signer votre testament en même temps et à le mettre en place en même temps. C'est quelques centaines de dollars souvent, mais franchement, ça vaut la dépense. Pourquoi? Parce que si vous avez un conjoint ou une conjointe de fait et que vous décédez sans testament, la personne n'héritera de rien, rien du tout. Et si vous êtes marié, officiellement, c'est 2/3 de la succession. L'exemple le plus commun que je donne et que je trouve très intéressant à comprendre, si vous êtes marié, que vous êtes propriétaire d'une maison, que vous n'avez pas d'enfant, mais que, par exemple, votre mère est toujours vivante et que vous décédez demain, il y a 2/3 de la succession, si vous n'avez pas de testament, qui va aller au conjoint ou à la conjointe, et 1/3 de la succession qui va aller à la mère. Donc, ça veut dire que votre conjoint, votre conjointe et votre mère deviennent copropriétaires demain, à votre décès, si jamais il n'y avait pas d'autre chose qui était dite dans votre, s'il n'y avait pas de testament. Donc, j'espère qu'ils s'entendent bien parce que ça devient des personnes, des copropriétaires. Donc, ils ne s'entendent pas bien et qu'il y a des problèmes voilà, entre les deux personnes. Ben, vous vous retrouvez, enfin, vous vous en foutez, mais, mais votre famille se retrouve avec des problèmes de succession. Donc, c'est bien d'avoir un testament pour éviter ce genre de problème-là. Le mandat d'inaptitude, c'est quand on n'a pas la capacité de faire des décisions nous-mêmes. Donc, un accident, une maladie, quelque chose qui fait qu'on n'est plus apte à prendre des décisions nous-mêmes, ça peut arriver. C'est bien d'avoir désigné quelqu'un qui peut prendre les décisions à notre place. C'est à ça que ça sert, un mandat d'inaptitude. Les deux peuvent être faits en même temps que vous achetez, faites vos premiers achats, et vous pouvez le mettre à jour après avec le notaire au fur et à mesure des années. Donc, très important d'y penser, en plus de tout le reste, du fonds d'urgence, des assurances.
c'est important de mettre ça en place. Donc, vous voyez, acheter une maison, acheter un premier condo, ce n'est pas juste penser à quel type de condo je vais trouver, dans quel quartier et combien j'ai besoin pour ma mise de fonds. C'est penser à tout ça, penser à vos épargnes, pensez à vos protections, pensez à vous faire accompagner par des professionnels, que ce soit au niveau des conseils financiers qu'au niveau des conseils immobiliers. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, comme d'habitude. Et si vous avez des questions, on est là et ça nous fera plaisir de vous aider avec tout ça. Et on se revoit pour le prochain webinaire dans quelques semaines. Merci beaucoup.